Lorsque les États-Unis ont largué des bombes anti-bunker sur 3 installations nucléaires iraniennes le 22 juin, ils ont fait bien plus que lancer une attaque que personne ne pensait possible. C'était les États-Unis qui projetaient leur puissance. C'était une occasion pour les États-Unis de montrer ce qu'ils sont capables de faire lorsqu'ils sont poussés à leurs limites. Et il y avait un homme qui prêtait une attention toute particulière. Le président russe, Vladimir Poutine. La démonstration de force de l'armée américaine a plongé Poutine dans un état de panique. Les États-Unis viennent d'envoyer à Poutine un message très clair. Qui s'y frotte s'y pique. Ce week-end, les États-Unis ont lancé une série dévastatrice d'attaques de missiles aériens et sous-marins contre 3 sites nucléaires iraniens, Fordo, Ispahan et Natanz. Les États-Unis ont utilisé leurs bombes anti-bunker Guided Bomb Unit, 57 des pénétrateurs d'ordnance massive sur au moins 2 de ces sites, avec ces bombes de 15 tonnes, chacune s'enfonçant jusqu'à 60 mètres sous terre avant de libérer leur charge explosive. Les premiers rapports provenant des 3 sites suggèrent que les États-Unis ont réussi. 6 nouveaux cratères ont été observés à Fordo, chacun indiquant qu'une bombe anti-bunker avait atterri et pénétré le sol en direction de l'installation nucléaire souterraine. Isfahan a été montré comme ayant été dévasté par des frappes en surface, tandis que Natanz semblait être la victime à la fois de missiles de croisière et de bombes anti-bunker. Plus tard, des rapports ont émergé, indiquant que les États-Unis n'avaient peut-être pas eu autant de succès qu'on l'avait d'abord anticipé. Le 24 juin, le New York Times a rapporté que la frappe américaine, baptisée Opération Midnight Hammer, n'avait peut-être retardé le programme nucléaire iranien que de quelques mois. L'Iran avait réussi à déplacer une grande partie de son uranium enrichi, y compris celui stocké à Fordo, avant l'attaque. Pourtant, même avec cet uranium, ses principales installations nucléaires étaient en ruine. Vous pouvez en savoir plus sur l'opération Minuit Marteau, et ce qu'elle a accompli dans notre vidéo consacrée aux frappes. Mais quel est le rapport entre tout cela et Poutine ? S'exprimant sur Times Radio le 22 juin, le commentateur militaire britannique Hamish de Bretton-Gordon a été très clair. De Bretton-Gordon a servi comme officier dans l'armée britannique pendant 23 ans et a été autrefois le commandant à la fois du bataillon de réaction rapide nucléaire, radiologique, biologique et chimique de l'OTAN et du régiment conjoint chimique, biologique, radiologique et nucléaire du Royaume-Uni. Il a déclaré ceci à propos de Poutine. Le président Poutine doit être assis au Kremlin. Vous savez, en train de trembler à l'idée que les Américains puissent faire cela. Et il a raison pour plusieurs raisons. La première, et peut-être la plus importante, c'est que l'opération Midnight Hammer a révélé une réalité que, jusqu'à présent, Poutine ne voulait pas affronter, ou ne croyait tout simplement pas qu'elle existait. Les défenses aériennes de la Russie ne peuvent rien faire contre une attaque aérienne concertée impliquant des avions de chasse modernes et des missiles. Pour comprendre pourquoi, il était nécessaire d'examiner de plus près les défenses aériennes que l'Iran a mises en place lors de l'opération Midnight Hammer et de l'opération précédente d'Israël, Rising Lion. Dans les deux cas, Israël et les États-Unis ont submergé les défenses aériennes de l'Iran en utilisant des avions de chasse modernes et un nombre massif de missiles, dont pratiquement aucun n'a pu être arrêté par l'Iran. C'est là que réside le problème pour Poutine. Tout ce que l'Iran possède dans son arsenal de défense aérienne a été conçu par la Russie pour arrêter précisément le type d'attaque que les États-Unis et Israël ont mené. Selon le magazine Military Watch, l'Iran a commencé à investir massivement dans les systèmes de défense aérienne au sol dans les années 1980. Ensuite, l'Iran a acheté un réseau de HQ, de Chinois, qui, selon la publication, étaient essentiellement des copies bon marché d'un système de défense aérienne de l'ère soviétique appelé le S-75. Ce n'était pas grand-chose, mais pour un pays comme l'Iran, qui n'avait pratiquement aucune défense aérienne digne de ce nom à l'époque, c'était un début. Avançons jusqu'aux années 1990, et l'Iran a commencé à acheter des systèmes de défense aérienne à la Russie, à savoir le S-200D. Avec sa portée de 186 miles, le S-200D offrait une couverture complète de l'espace aérien iranien, pour la première fois, même si le système était dépassé et qu'on nécessitait un rechargement manuel pour être utilisé efficacement. Vers le milieu des années 1990, la Russie a commencé à exporter sa gamme de défense aérienne S-300 PM, qui offrait une amélioration notable par rapport au S-200. En 2007, l'Iran a passé sa première commande pour l'un de ces systèmes. Il a également passé une grande partie des années 2000 à acheter d'autres systèmes de défense aérienne russes à courte portée, comme le TORM.
L'Iran a également réussi à acheter certains des systèmes de défense aérienne modernes S-400 de la Russie, ce qui représentait une autre amélioration qui, selon le National Security Journal, aurait dû permettre à l'Iran d'affronter les bombardiers furtifs américains, B-2 Spirit, les mêmes bombardiers, qui ont largué les bombes anti-bunker lors de l'opération Midnight Hammer. Le point ici est que presque tout l'arsenal de défense aérienne de l'Iran a été fabriqué par la Russie. Ou, dans le cas du HQ, 2 a été fabriqué par un pays qui copiait simplement ce que la Russie avait construit pendant l'ère soviétique. Et ces défenses aériennes ont échoué. Il y a plusieurs raisons potentielles pour lesquelles cela s'est produit. Par exemple, Israël a déjà confirmé qu'il avait des agents du Mossad opérant en Iran, avant l'opération Ligne Montante, au cours de laquelle Israël a lancé une première salve de frappes aériennes contre les installations nucléaires de l'Iran et des membres clés de son personnel militaire. Ces agents ont secrètement construit une usine de drones à l'intérieur de l'Iran, dont les produits, selon le Télégraphe, ont ensuite été utilisés par Israël pour anéantir de nombreux systèmes de défense aérienne iraniens, avant qu'ils n'aient eu la moindre chance de lancer des missiles de représailles en direction des chasseurs et des bombardiers, qui ont pris le contrôle de l'espace aérien iranien au cours des dernières semaines. Mais même avec le succès de ces opérations de sabotage, le Mossad aurait pu éliminer toutes les unités de défense aérienne dont disposait l'Iran. Le S-400, en particulier, était censé être capable d'abattre des chasseurs et des bombardiers fabriqués aux États-Unis. C'est pour cela que la Russie l'a construit. Mais tout comme les anciens systèmes de défense aérienne de l'Iran, il s'est révélé impuissant. Comme le souligne le journal de la sécurité nationale, le S-400 était censé être moins vulnérable aux attaques traditionnelles des chasseurs équipés de missiles anti-radar, et il était également censé pouvoir abattre ces chasseurs. Ce n'était pas le cas. Et c'est ce qui inquiète tant Poutine en ce moment. L'échec de la défense aérienne iranienne a provoqué une onde de choc à Moscou. Parce que cela signifie que les défenses de la Russie seront tout aussi inutiles si un pays comme les États-Unis lance une attaque aérienne similaire à celle observée en Iran contre la Russie. Matt Olivier, écrivant pour The Telegraph le 19 juin, explique davantage. Il dit que l'opération Lion-Levant d'Israël a impliqué 200 avions de chasse, dont des F-15, F-16 et F-35 fabriqués aux États-Unis, qui ont pu frapper l'Iran en toute impunité. Ces frappes ont impliqué des allers-retours d'environ 2000 miles pour les avions pilotés, nécessitant un ravitaillement en vol au-dessus de la Syrie voisine. Olivier a dit « Les frappes américaines qui ont suivi ont nécessité que les avions parcourent des distances encore plus longues. Les bombardiers B-2 Spirit ont décollé du sol américain, ont parcouru des milliers de kilomètres, en s'arrêtant de temps en temps pour se ravitailler en vol. Et tout comme les avions de chasse israéliens, ils ont pu mener leurs frappes sans que les défenses aériennes iraniennes ne puissent même les atteindre. » Comme le dit Olivier. Pourtant, jusqu'à présent, aucun avion israélien n'a été abattu, et les systèmes fournis par la Russie à l'Iran semblent impuissants pour arrêter l'armée de l'air israélienne. L'armée de l'air israélienne a utilisé des chasseurs fabriqués aux États-Unis, tandis que les États-Unis eux-mêmes ont utilisé des bombardiers B-2 et un vaste assortiment d'avions de soutien. Ce résultat met en évidence l'échec de l'Iran, ce qui reflète mal sur l'équipement de défense aérienne russe. Oliver cite également un analyste de défense indépendant nommé Francis Tusa, qui a posé la question clé. À quand remonte la dernière fois que nous avons vu une suprématie aérienne de ce niveau ? Je pense qu'il s'agirait en fait encore d'Israël en 1967, et avant cela probablement des Alliés en 1944 au-dessus de l'Allemagne. Vous parlez d'un système intégré de défense aérienne et antimissiles, dont les États-Unis avaient déjà vanté les mérites, abattu en seulement 72 heures. 3 jours pour établir un niveau de supériorité aérienne qui n'a pas été vu depuis plus d'un demi-siècle. Et tout cela est arrivé parce que les systèmes de défense aérienne russes de l'Iran ne sont pas aussi performants que Vladimir Poutine le pensait. Ce qu'Israël et les États-Unis viennent de prouver, c'est que leurs frappes aériennes peuvent être menées contre l'Iran. Et si cela peut arriver, Vladimir Poutine en tremble d'effroi, parce que l'opération Lion-Levant et l'opération Marteau de minuit sont toutes deux la preuve que les États-Unis pourraient faire la même chose à la Russie. De Bresson-Gordon martèle ce point. Dans un article de juin 23 pour The Telegraph, il souligne que la Russie n'a pas eu à s'inquiéter de quoi que ce soit, ressemblant à l'assaut aérien concerté observé en Iran ces dernières semaines. Aucun des deux camps n'ose envoyer d'avions, même près des lignes de front ennemies, et encore moins au-delà. Les Russes ont simplement réussi à mener des frappes efficaces, en utilisant des bombes planantes à distance, et des missiles de croisière, et l'Ukraine a riposté avec des drones et des stocks limités de missiles occidentaux à longue portée. Jusqu'à présent,
Poutine n'a pas eu à s'inquiéter d'avions lançant des frappes sur son territoire. Il n'en avait pas besoin. Avant de lancer son invasion, la force aérienne ukrainienne ne comptait que 105 avions de chasse, dont la plupart étaient d'anciens Mikoyan Gourevitch, 29, Su-24 et Su-25. La Russie connaissait ces avions sur le bout des doigts, parce qu'elle les avait construits, ce qui signifiait qu'elle savait que ses défenses aériennes étaient capables de les abattre. Même avec l'arrivée des F-16 en Ukraine, ce qui a permis à l'Ukraine de créer quelques petites poches de supériorité aérienne temporaire et de se défendre contre les frappes de missiles constantes de la Russie. Poutine n'avait pas à s'inquiéter, l'Ukraine ne faisait pas voler ses avions en Russie, et certainement pas assez loin pour qu'il puisse lancer des frappes vraiment dévastatrices. Même si c'était le cas, l'Ukraine n'a pas le nombre d'appareils nécessaires pour accomplir quoi que ce soit de comparable à ce qu'Israël et les États-Unis ont réalisé en Iran. Les défenses aériennes de la Russie, du moins en ce qui concerne la défense contre les avions de chasse occidentaux, étaient essentiellement non testées. À la place, l'Ukraine a été contrainte de compter sur les frappes de drones et de missiles. De Breton-Gordon le souligne. Et ces frappes auraient pu nous donner une indication sur l'inutilité des défenses aériennes russes. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a déjà perdu 1188 de ses systèmes de défense aérienne lors des attaques ukrainiennes. Aussi récemment qu'en juin, 24 United 24 Media rapportait que la Russie avait eu recours à l'utilisation de fourgonnettes hérissons étranges en Ukraine même. Ces fourgonnettes sont équipées de pointes conçues pour intercepter les drones, et elles sont déployées précisément parce que les défenses aériennes russes ne sont pas capables d'abattre ces drones. Et cela mène à un autre point. Non seulement les défenses aériennes russes n'ont pas été testées par des avions de chasse, mais elles continuent aussi d'être détruites en grand nombre. Cela ne peut signifier que de mauvaises choses pour Poutine. Il a vu l'Iran servir de preuve que les États-Unis pouvaient mener une frappe aérienne sur son territoire sans que la Russie ne puisse rien y faire. Et avec l'Ukraine qui a déjà détruit autant de systèmes de défense aérienne russes. Poutine doit aussi faire face à l'affaiblissement de ses défenses presque chaque jour alors qu'il mène sa guerre d'usure contre l'Ukraine. Ce que Poutine a ici, c'est une recette pour le désastre, et c'est cette recette qui le fait trembler de peur. Comme le dit de Breton-Gordon dans son article pour le Télégraphe. Le dictateur russe et ses conseillers doivent maintenant avoir compris que leur défense pourrait facilement être neutralisée si les Ukrainiens ou un autre adversaire, comme l'OTAN, disposent des bons outils. En d'autres termes, la Russie est surpassée par les États-Unis et leurs alliés, et Poutine le sait. Le chef d'état-major de la défense du Royaume-Uni, l'amiral Sir Tony Radakin, a exprimé un point similaire à celui de Breton-Gordon le 12 juin. Il s'est adressé au comité de la défense du Royaume-Uni, où on lui a demandé s'il avait des inquiétudes concernant la résilience de l'OTAN. Dans le cas d'une guerre à pertes élevées, comme celle qui se déroule actuellement en Ukraine, je n'ai pas vraiment tendance à partager cette inquiétude, car nous sommes tellement extraordinairement forts comparés à notre principale menace, la Russie. Et la question qui est difficile à répondre en public, mais que vous devriez poser à des gens comme moi, est la suivante. Si nous devions entrer en guerre avec la Russie, à quelle vitesse pourrions-nous prendre le contrôle de l'espace aérien ? Parce que si vous avez un contrôle suffisant de l'espace aérien, alors votre capacité à mettre en danger une nation, et surtout l'économie d'une nation, est très, très forte. Radakin a raison. Il note que la réflexion collective de l'OTAN sur la Russie a changé. Dans le passé, l'OTAN considérait un conflit avec les forces de Poutine en termes de reprise des territoires capturés par la Russie. Par exemple, si la Russie envahissait l'un des États baltes, que ferait l'OTAN pour répondre à cette invasion afin de reprendre le territoire ? L'OTAN ne raisonne plus de cette façon, comme l'a dit Radakin le 12 juin. C'est la supériorité qui dissuade la Russie. Et je n'ai jamais été aussi clair dans toute ma carrière sur le succès que l'OTAN rencontre pour dissuader la Russie. Et avec les États-Unis faisant toujours partie de l'OTAN, et démontrant à quel point la supériorité est vitale dans ses opérations en Israël. Poutine peut maintenant le voir. Son armée de l'air, y compris ses défenses aériennes, n'a pas ce qu'il faut pour gagner une guerre plus vaste que celle qui se déroule actuellement en Ukraine. Olivier poursuit ce point dans son article pour The Telegraph. Pour les analystes de la défense, c'est un autre signe que les systèmes de défense aérienne, fabriqués en Russie, longtemps redoutés par l'alliance de l'OTAN, ne sont peut-être pas aussi redoutables qu'ils en avaient au l'air. Poutine a perdu le facteur de peur grâce à ce que les États-Unis et Israël ont réussi à accomplir en Iran.
On pourrait presque considérer ces opérations comme un essai. C'est certainement la première fois que les défenses aériennes, soi-disant redoutables de la Russie, sont confrontées au type de menace que l'OTAN pourrait représenter pour la Russie. Les défenses n'ont pas été à la hauteur. Désormais, l'OTAN est plus confiante que jamais de pouvoir réussir quelque chose de similaire contre Poutine si l'Alliance se retrouvait en guerre avec la Russie. Cela signifie aussi que la Russie ne sera probablement pas en mesure de mener le type de guerre que Poutine souhaite si elle se retrouve face à l'OTAN. C'est ce qu'affirme l'ancien lieutenant général de l'États-Unis Air Force, David Deptula, qui s'est exprimé dans le Wall Street Journal pour souligner les conséquences de l'absence de supériorité aérienne. Dans le cas de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on voit ce qui se passe lorsqu'aucun des deux camps ne parvient à obtenir la supériorité aérienne. Impasse et retour à une guerre d'usure, a-t-il déclaré. Dans le cas de la guerre entre Israël et l'Iran, cela leur permet une liberté totale d'attaque, là où ils possèdent la supériorité aérienne sur certaines parties de l'Iran. L'impasse et l'usure sont ce que Poutine veut. Ces forces terrestres restent efficaces en Ukraine, même si elles ont ralenti. Mais contre une nation alignée sur l'OTAN, cette tactique ne fonctionnera pas. Non pas parce que la Russie n'a pas les forces terrestres pour submerger une petite nation comme la Lettonie ou l'Estonie, mais parce que toute attaque contre leur territoire est considérée comme une attaque contre l'ensemble de l'OTAN, ce qui expose la Russie à des frappes menées contre elle par une force aérienne combinée. C'est bien plus puissant que ce à quoi les systèmes de défense aérienne défaillants de l'Iran ont été confrontés jusqu'à présent. L'Iran doit faire face à quelques centaines de chasseurs israéliens et à une poignée de bombardiers furtifs B-2. Si la Russie affrontait l'OTAN, la coalition pourrait engager 22 377 appareils militaires dans le combat. Selon Statista en mars, 2025 a accordé plus de 7000. 700 de ces appareils sont des hélicoptères non combat, mais cela représente tout de même une force de près de 15 000 aéronefs. Cela pourrait se combiner pour frapper bien plus fort que tout ce qui a été vu en Iran jusqu'à présent. Et avec des défenses aériennes qui viennent de prouver qu'elles sont incapables de gérer ne serait-ce qu'une fraction de cette puissance aérienne. Poutine sait maintenant qu'il ne peut pas défendre son territoire s'il déclenche la guerre avec l'OTAN, ce que beaucoup pensent qu'il souhaite. De Breton-Gordon fait également un autre point intéressant dans son article pour The Telegraph. Jusqu'à présent, dans le conflit en Ukraine, Poutine n'a pas eu à s'inquiéter d'aucune menace qui lui serait présentée. Tous les risques ont été assumés par ses soldats. Plus d'1 million d'entre eux sont maintenant morts ou blessés à cause de la guerre de Poutine, note de Breton-Gordon. Mais nous pouvons être sûrs que Poutine et ses généraux seront préoccupés par leur propre sécurité personnelle, dit-il. Les réseaux de renseignement américains et israéliens complets que nous avons vus en Iran, qui leur permettent même de localiser et d'assassiner des dirigeants clés et des scientifiques nucléaires presque à volonté, auront semé la terreur. La hiérarchie du Kremlin, d'autant plus que l'Ukraine semble avoir une portée similaire à l'intérieur de la Russie. Maintenant, souvenez-vous que le Mossad a été impliqué dans le succès qu'Israël et les États-Unis ont connu contre l'Iran. L'Ukraine a déjà prouvé qu'elle pouvait opérer en profondeur sur le territoire russe, comme on l'a vu lors de l'opération Toile d'araignée, que nous avons couverte dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. Tous les éléments étaient une répétition de ce qui s'est produit en Iran, mais à une échelle bien plus grande, déjà en place. Poutine le sait, il le voit, et il n'y a rien que le dirigeant russe puisse faire à ce sujet. Mais il y a une raison pour laquelle Poutine va paniquer après l'opération Marteau de minuit. Comme mentionné précédemment, la peur des systèmes de défense aérienne russes a disparu. Le Globe and Mail a souligné ce point, dans un article du 23 juin, où il a indiqué que des décennies de présidents américains avant Donald Trump avaient évité d'attaquer l'Iran. Pendant plus de 45 ans, de Jimmy Carter à Joe Biden, chaque administration a conclu qu'une frappe militaire contre l'Iran était trop dangereuse, trop déstabilisante. En l'espace d'une soirée, Donald Trump a rompu avec cette tradition en lançant des frappes aériennes américaines, faisant disparaître la crainte qui entourait autrefois les redoutés systèmes de défense aérienne russes. Ces frappes ont encore affaibli la Russie, en éliminant essentiellement un partenaire sur lequel Vladimir Poutine comptait pour fournir des drones et des missiles. Désormais, toutes les armes que l'Iran fabrique seront dirigées contre Israël, et potentiellement contre les bases militaires américaines au Moyen-Orient. Mais plus important encore, la décision de Donald Trump de frapper durement l'Iran montre qu'il est un président prêt à prendre des risques. Comme l'a dit The Globe and Mail, M. Trump a fait un pari à haut risque ce week-end. Sur le plan opérationnel, l'armée américaine a fait preuve d'une précision stupéfiante et d'une force écrasante, envoyant un message entendu dans toutes les capitales du monde. Et nulle part ce message n'a retenti plus fort qu'à Moscou. Vladimir Poutine
va maintenant se poser la question suivante. Si les États-Unis sont prêts à attaquer l'Iran, ce qu'ils ont évité de faire pendant des décennies, quelles sont les chances qu'ils puissent attaquer la Russie? Après tout, avec les négociations de cessez-le-feu et la guerre en Ukraine qui stagne, Donald Trump pourrait commencer à considérer une frappe directe contre la Russie comme une option potentielle. Le président américain peut désormais penser qu'un tel type de frappe pourrait fonctionner. Il l'a vu fonctionner en Iran, qui utilise de nombreux systèmes de défense aérienne, similaires à ceux que la Russie utilise. Il constate également que les défenses de la Russie ont été affaiblies par plus de 3 ans de guerre contre l'Ukraine et l'OTAN, aux côtés de l'Amérique. Les États-Unis pourraient représenter une menace aérienne bien plus terrible pour la Russie que tout ce qui se passe en Iran. Poutine espérera qu'on n'en arrive pas là. Il espérera que l'opération Marteau de minuit entraîne les États-Unis dans un conflit plus profond qui les détourne de la Russie. Le secrétaire à la défense américain Pete Hegseth déclare « Cela n'arrivera pas ». S'exprimant à la suite des frappes américaines, il a déclaré à la presse « Je dirais simplement, comme le président l'a ordonné et l'a clairement indiqué, ceci n'est certainement pas sans limite. En d'autres termes, les États-Unis n'ont pas l'intention d'utiliser l'opération Midnight Hammer comme point de départ pour d'autres frappes contre l'Iran, bien qu'ils répondront à toute riposte iranienne. Un engagement sans fin n'est pas envisagé si les États-Unis peuvent l'éviter. Ce manque de combat continu au Moyen-Orient signifie que les yeux des États-Unis se tourneront bientôt de nouveau vers la Russie. Et quand cela arrivera, les États-Unis verront un adversaire qui est loin d'être aussi fort qu'on l'a prétendu pendant tant d'années. Bien sûr, Poutine n'aura peut-être pas à s'attendre trop longtemps avant que les États-Unis et l'OTAN n'unissent leurs forces pour faire pression sur la Russie. Vous n'allez pas croire ce que l'OTAN vient de faire pour l'Ukraine. Cela pourrait déjà être fini pour Poutine, grâce à un changement majeur que l'OTAN vient d'opérer. Cela pourrait signifier que des frappes aériennes contre la Russie ne seront peut-être jamais nécessaires. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre toute l'actualité sur les conséquences des frappes aériennes américaines en Iran.